Cette semaine au podcast MotoX, on reçoit un vieux de la vieille, un revenant. Un habitué, hein? On pourrait dire ça. Oui. Pour la deuxième fois, Ben, on va faire revivre cette espèce de dualité-là quad motocross avec Arsène. Sylvain Arsenault, après ceci. OK, Andréane, de retour dans le podcast MotoX. C'est juste avant qu'on commence avec notre invité, on doit remercier nos précieux partenaires qui rendent possible le podcast, évidemment. Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel, Silverwax et Pantera Motorsports, dont on a eu la chance de faire un podcast, d'ailleurs, avec Sébastien de Pantera Motorsports. Vous allez pouvoir le trouver juste ici dans la liste. Et là, on est avec le chum Arsène. Arsène, comment ça va? Oui! Hey, ça va bien, vous autres? Good? Yeah! Ça Très va bien, ça va bien. Ça va très bien. Hey, Arsène, là, on n'avait pas le choix, dû à la demande populaire, de faire une prise 2, une part 2 avec Arsène Racing et faire un spécial VTT encore une fois, parce que je trouve que les gars de VTT, vous avez pas beaucoup de visibilité. Il n'y a personne qui parle de vous autres. Ben, écoute, c'est curieux que tu dis que tu dis ça parce que je m'en fais parler là, régulièrement, là, 3, 4, 5 fois par semaine, si c'est pas à tous les jours. Ouais. Le monde m'écrive en Messenger, le monde m'écrit des emails. Le monde voulait « Hey, est-ce que tu finis? Vas-tu avoir un part 2? Ah ouais! Tout le monde le sait que j'ai plein d'affaires à raconter. Hein. Moi, là, je suis le moineau raconteur du. Ben, Tu pourrais te faire un podcast à toi toute seule. ouais. Écoute, à toutes les aux courses, là, je te dirais même, ça arrive souvent là, pendant une journée de course, puis même après les courses, le monde, ça se ramasse au trailer, puis là, hey Arsène, as-tu déjà été là, toi? As-tu déjà fait ça? C'est juste pour me faire raconter des affaires, puis il y en a qui disent, hey, moi, effrayante, tu sais, là, mais. C'est comme le Michel Barrette des 4 trous. Michel Barrette, ouais. 25 ans minimum. Ouais, fait que non, écoute, je suis content d'être avec vous autres encore aujourd'hui. Puis pour parler un peu de notre homme, le Fray, là, tu sais, le Fray, là, qui a eu 2-3 podcasts de fil, là. De qui tu parles? 2-3 podcasts de suite. Ben oui, il a dit Arsène, comment ça, Arsène, il va repasser au podcast, lui, puis moi, j'ai pas. Ah, tu parles-tu du King? Du King? Oui. A.K.A. Guy Giroux. Hey, le pire Giroux, il se plaint que je passe 2 fois au podcast, puis lui, il a eu le droit à un podcast de 4 heures. Ouais. Non, mais écoute, faut remettre les gens en situation. Là, tu parles, parce que là, Sylvain, il mélange toutes les affaires. Parce qu'on fait des lives, par les temps qui courent, on fait des lives sur mon groupe Facebook qui s'appelle l'équipe Miloland. On fait des lives, là, j'ai invité Guy, puis on parle des supercross, puis tout ça. Puis c'est pour ça, puis là, t'en as entendu parler parce qu'on t'a tagué dans des épisodes, puis là, on t'agace un peu. Mais c'est vrai que Guy a eu pas mal de couverture au début parce que le tout premier épisode du podcast MotoX, on l'a fait avec Guy. Puis il était assez génial de venir dessus. J'avais rien fait. Je dis, Guy, je fais un podcast, ça va être cool, on filme ça dans ton coin. Puis il a dit, parfait, on s'en vient. Puis là, vous entendez le bébé là, en passant. Ouais, on va juste faire une petite parenthèse, là. On est multitâche aujourd'hui. Alors, Lisée est avec nous. 5 mois, Lisée, avant hier? Oui. 4 mois, 5 mois? On reste à combien? 5 mois avant hier déjà. Ça ma belle. Absolument. Elle est belle comme moi. Elle est belle comme moi. L'intelligence à sa mère, la beauté de son père. Bon. Au moins, il y a 50% de ton de part. Mais oui, c'est ça. Fait que Guy avait fait les deux, le premier épisode avec nous autres. Puis là, finalement, il y avait tellement d'affaires à raconter qu'on a fait on a tapé un deuxième pendant qu'on était là. Tu sais. Fait que il y a eu les 2 premiers épisodes du podcast. Mais là, tu vas être le deuxième à avoir 2 épisodes sur toi, sur Arsène Racing Team. Parce que c'est vrai, tu parlais que tu en as entendu parler. Puis, écoute, je suis pas surpris parce qu'on a eu presque 20 000 écoutes, je pense, juste sur Facebook. Puis après ça, il y a Spotify. Puis Apple ça a été un des plus populaires, si c'est pas le plus populaire, je crois. Il faudrait voir dans les chiffres, là, mais chose certaine, c'est que ça fait jaser le 4 roues, pour ne pas dire cette espèce de petite compétition-là, 4 roues, 2 roues. Mais c'est bien le fun de te recevoir.
il y a tellement plein d'affaires, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé la dernière fois, puis que là, bon, on va creuser un petit peu plus aujourd'hui. Tu sais, c'est comme, j'approche le 40 ans, là, le 40 ans de carrière là-dedans, puis j'ai pas fini encore. Fait que, non, écoute, il y a toujours plein de choses à compter. Hey, Andréane, comme Kiss, comme le groupe Kiss, ils fêtent leur 40e anniversaire. Pareil comme Arsène. Oui. Mais oui! Tabarouette, c'est du millage, c'est du millage. Là, Arsène, là, explique-nous un peu, on en est où, là, la saison approche. Y a-tu eu des courses de glace cet hiver? Comment ça se passe, là? Ben, écoute, depuis que le début de la pandémie, là, depuis 2 ans, là, on s'entend. L'hiver, c'est un petit peu plus au ralenti. C'est plus compliqué, là. Puis là, tu vois-tu, dernièrement, là, on a eu, par rapport à la santé publique, là, ça prenait, si tu peux organiser des courses, il faut absolument demander le pass sanitaire pour les spectateurs puis les coureurs. Fait que là, c'était délicat. On est en train de préparer une course, un championnat hivernal à Saint-Geneviève-de-Batiscan. Et puis, regarde, au bout de la ligne, c'était trop compliqué pour le pass sanitaire. Fait comme le pass tombe le 14 mars, ça tombe fini, bâton. Ben là, nous autres, on prend une chance et on a reporté la date au 19 mars. Fait qu'on va espérer que Dame Nature va être de notre côté. C'est avec Dom Fugère, cet événement-là? C'est une de Batiscan, c'est le comité organisateur, c'est le même comité organisateur que le Super Moto de Saint-Geneviève l'été. On fait une course d'hiver. Fait que oui, avec Dominique Fugère, Marco Jacob, Louis Normand, on est un petit groupe là, de passionnés, là. Puis on essaye d'organiser quelque chose selon les décrets puis la santé publique. C'est pas évident. On sait qu'il y en a qui organisent des choses qui seraient supposées de demander le pass, mais ils le font pas. Mais là, Arsène, là, je t'arrête, là. Tu parles-tu des courses qui ont lieu sur la Rive-Sud, là, de courses VTT, machin, là. Parce que je vois plein de leur publicité. Je vois leur poster dans les dépanneurs, puis tout, là, je me gratte la tête. Comment ça qu'ils font des courses, puis on le sait tous que c'est un peu une zone grise, tout ça, là. Oui, mais écoute, lui, l'autre bord, ça arrive ça, il veut organiser ça comme ça. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Si un jour il vient qu'à se faire taper ses doigts puis que la santé publique dans ça, ben il y aura les conséquences de ses actes. Nous autres, on en parle. Dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. La journée que tu te fais pogner, par exemple, c'est moins le fun. C'est ça, c'est en plein ça. Mais là, ça vient vite, là, parce que là, 18 mars, que tu dis, c'est comme dans 3 semaines à peu près. Ouais, fait que c'est bientôt. Le 19 mars. Okay. Oui, ça vient vite. On a Dom Fugère a contacté un météorologue. Puis bon, il paraît que l'hiver va s'étirer un petit peu. Puis d'ici au 19, les nuits vont être dans les moins. Ça nous aide beaucoup. Regarde, on prie fort. Puis écoute, si ça marche, tant mieux parce qu'on va être prêts. Et bon, ben si ça marche pas, mais d'une façon ou d'une autre, avec la pandémie, on est habitué, ça fait 2 ans. L'hiver, ça fait 2 ans que l'hiver, on en arrache un peu. Mais pour les courses d'été, par contre, avec Sean Ford, là, les productions de Sean Ford, il n'y a pas de problème. Écoute, on roule à tous les week-ends. C'est la série, il y a une série d'été, il y a une série ovale. Écoute, il y a des courses à tous les week-ends, puis c'est vraiment capoté. Là, il y a du monde. Fait que c'est comme ça que les courses fonctionnent là, depuis 2 ans. On s'en plaint pas. Moi, j'ai hâte d'ôter le masque. Écoute, j'ai couru cet été à Drummondville. Actuellement, je travaille avec Sean Ford. Puis à Drummond, j'ai dit à Sean, j'aimerais ça courir au lieu de participer au lieu de travailler. Puis, hey, tu débarques de la track, t'es brûlé, finirais de mort. Tu sais qu'est-ce que c'est, Ben, là? Tu sais, là. Et pouvez-vous mettre votre masque, monsieur? Hey, écoute, t'as de la misère à respirer, là. Arsène qui se fait faire la morale, tu sais, il débarque de son 4 roues, pauvre gars, puis hey, monsieur, vous avez oublié votre masque. Ben, c'est ça, là, tu sais, hey, la face pleine de sable, plein de boîtes, mon gars, les yeux, le nez. Là, t'as même pas fini de te décrotter qu'il fallait que tu aies ton masque. Je comprends, c'était, tu sais, bon, c'est le promoteur, le propriétaire de l'autodrome à ce moment-là, lui,
voulait pas se faire taper ses doigts par la santé publique. Je comprends pas, parce qu'on parle en termes de milliers de dollars, là, les amendes. Là. Fait que, on a suivi ça, on a suivi la règle, mais j'ai sérieusement, tout le monde a hâte que ça. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu l'as dit, à partir du 14 mars, ça tombe, puis on va se croiser les doigts, on va prier pour que ça s'enligne dans le bon sens, puis qu'on puisse recommencer à avoir une saison de course comme on a connu. Ben oui. Absolument. On va aller, en tout cas, on va aller voir ça. C'est sûr qu'on va aller voir ça le 18. Ben oui. Moi, j'ai hâte que l'hiver finisse, mais juste pour ton événement, je vais t'offrir jusqu'au 18. Après, par exemple, j'espère que les nuits vont monter d'un plus. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, ça devrait être une belle journée. Là. Il fait jamais moins 10, là, le 19 mars, je suis pas mal certain. On travaille fort. J'ai des bons contacts en haut. Moi, j'ai mené une bonne vie, Ben, contrairement à certains. Des bons contacts en haut. Comme tu dis dans le podcast, il va y avoir du monde qui va être là chez Sylvain pour t'encourager et te dire « Gagne-nous ça, Arsène! » On va faire des pancartes. Gagne-nous ça. Mais là, tu parlais de l'été, là, brièvement. Là. Qu'est-ce qui se passe cet été, championnat? Dirt track à Trois-Rivières, à l'hippodrome, ça revient-tu, cette affaire-là? C'est quoi qui se passe? Écoute, Flat Track Québec avec Marc-André Pagé. Ouais. Travaille très, très fort. Il y a eu un changement de garde au niveau de l'hippodrome de Trois-Rivières. Ils ont changé la gérance puis l'administration un peu là-bas. Marc-André a rencontré déjà le nouveau gérant. Il est en discussion très, très, très sérieuse là, pour organiser le Dirt Track de Trois-Rivières cet été au mois de juillet. Puis à part ça, t'as la série à Chandford là, qui se déplace à Thetford Mines, RPM Speedway, Drummondville, quelques endroits comme ça. Là. Écoute, on va avoir encore un été très, très bien rempli. Là. Tant mieux. Il faut j'ai hâte de sortir de la maison. Puis aux courses, moi, j'ai besoin de ça. Là. Ça ressemble à quoi tes préparations avant une saison de course? Est-ce que tu as encore comme une préparation mentale ou physique, même si ça fait 40 ans que tu fais ça? Ou toi, la veille de ta course, tu vas pacter tes affaires puis tu vas mettre la clé dans le switch? Écoute, c'est toujours pareil. Premièrement, la semaine avant, quand tu sais que tu vas courir. Mettons, je sais que je vais courir en fin de semaine. Bon, là, la semaine avant, tu t'organises pour que les bikes soient prêts. Ça, c'est clair et net. Il faut que les bikes soient sur la coche, ça soit prêt. Là, après ça, c'est ta préparation physique et mentale. La préparation mentale, c'est le bout qui est pas facile. Là. Parce que, tu sais, écoute, je rajeunis pas. Là, je suis rendu à 57 ans. Et là, je le sais qu'en fin de semaine, je vais aller me botter le cul, puis je vais aller me faire mal, puis je vais souffrir. Ça me dérange pas. Puis, puis là, même si t'es vieux, puis ça roule encore bien, tu sais, toi, t'as des attentes, puis comme tu disais tantôt, le monde a plein d'attentes. T'as beau leur dire, hey, calme-toi, là. Tu sais, là, les jeunes, là, ils ont 20 puis 30 ans, là, tu sais, là. Fait que... Non, mais c'est ce qui arrive avec Arsène, c'est qu'il y a du monde qui ont été aux courses, comme moi, par exemple, je prends mon exemple à moi, tu sais, mettons, j'allais aux courses, jusqu'en 2002, là, j'étais assez actif là-dedans. Puis là, tout était présent, là, puis t'es encore présent aujourd'hui. Fait que si je retourne aux courses, moi, cet hiver, te voir là, à Sainte-Geneviève de Vatican, c'est sûr que moi, j'ai l'image dans la tête du Arsène qui domine, tu comprends, des années 90. Puis pour moi, il y a rien de changé, là. T'es encore là, puis tu tiens le flambeau. Fait que c'est, ouais, Arsène, gagne-nous ça encore. C'est parce qu'il y a eu un 25 ans entre les deux, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est correct. Je vis bien avec ça. Tu sais, puis il faut bien vivre aussi avec les contre-performances qui arrivent à l'occasion. Mais, écoute, on en a déjà parlé, toi puis moi. Il y a une raison pour laquelle Jean-Sébastien Roy et Carl Vaillancourt ne sont jamais revenus aux courses. Ben oui, c'est sûr. C'est l'histoire d'être challengé puis d'avoir laissé sur une bonne note. Puis, tu sais, Carl, il est full shape, Carl Vaillancourt, là. Plus qu'avant. Ben ouais. Mais écoute, il a perdu du poids avant. C'est parce que Carl, avant, dans les années 90, il faisait beaucoup de poids exaltant. Fait qu'il était venu vraiment gros, il était lourd pour un 125. Là, il fait beaucoup de vélo, fait qu'il a perdu beaucoup de poids.
Ben, il a toujours été en shape, mais c'est juste que là, il a vraiment shrinké. Il est plus slim, ouais. Ouais, exact, il est plus slim. Fait qu'il serait, écoute, il a la shape d'un gars de motocross, vraiment, là, tu sais. En vieillissant, on perd de la masse, hein, pas, là. Écoute, moi, à 20-25 ans, là, j'avais les bras, là, c'était, écoute, là, je veux dire, j'étais un pesant solide, là, mais quand on vieillit, des fois, ma blonde me regarde et elle me dit, en 15 ans, t'as changé beaucoup, mais ça, c'est moins. Fait qu'elle fasse attention! Ouais. Hey, moi, j'ai une drôle de question. T'as-tu, genre, des superstitions, des routines? Tu sais, je parlais de préparation tantôt avant tes courses. Je sais pas, genre, tu manges-tu du pain à l'ail avec du spag la veille? Tu bois pas d'alcool la semaine d'avant? Abstinence 24 heures avant? T'as-tu comme des routines que tu fais depuis tant d'années? Ben, c'est surtout la journée même de la course, je te dirais. Mettons, là, j'arrive à mon premier heat, là, je fais un bon heat. Mettons, je finis 1, 2, 3 dans mon heat, là. Ben, je vais remettre les mêmes gants, même s'ils sont tout 30 puis beurrés de boîte. Je vais remettre les mêmes gants, les mêmes lunettes. Tu sais, oui, il y a juste ça, je te dirais, comme superstition. Puis, ben, écoute, toujours des petites niaiseries, là, mais il faut... je me concentre, entre les hits, je me concentre surtout à ce que le bike aille bien, parce que déjà que le gars qui est assis sur le siège, il m'arrache un peu, faut tout, je me ramasse avec un problème mécanique en plus. Ouais. Les quads, là, le problème avec les quads, c'est que c'est vendu avec une lumière en avant et une lumière en arrière. Donc, c'est pour monsieur tout le monde. Ça a été construit puis bâti pour la balade, pour la trail. C'est nous autres qui s'entêtent à les emmener aux courses, les quads. Et là, on paye pour. Il y a de la préparation, de la mécanique à faire. Il y a beaucoup d'argent à investir à gauche et à droite. T'sais. Fait que ça, je m'organise pour que ce côté-là aille bien. Puis, mais écoute, comme je te dis, mes gants, mes lunettes, je peux passer. Si ma journée est A1, je vais pas avoir les mêmes gants toute la journée, même s'ils sont troués. J'adore. C'est juste, c'est la superstition que j'ai. Puis, mettons que la semaine d'après, si je recours encore, et là, je me souviens de ce que j'ai mangé la veille, ou ça peut arriver que je vais peut-être me dire, non, physiquement, parce que le problème, c'est le gaz. Moi, à l'âge que j'ai, c'est mon système immunitaire, là, le gaz qu'il y a dedans, là, il se brûle plus facilement un peu. Ouais. J'essaye, au niveau alimentaire, j'exagère pas, mais j'essaye d'y aller avec des petites, pas des diètes, mais des façons pour nourrir mon bike qui marche au race fuel, ben, moi aussi, il faut que je marche au race fuel. Mais moi, c'est bon. T'en avais-tu, toi, moi, ce que je... le moins possible, parce que j'aimais pas ça, parce que si t'en oublies, ben là, après ça joue dans ta tête, puis ça te déconcentre plus que moi, il fallait tout le temps que je mette la même paire de bas, et je me souviens, je devais avoir 8 ans, genre, j'avais pété une coche à ma mère, parce qu'elle avait pas mis les bons bas dans mon sac. Puis écoute, c'était épouvantable. Aujourd'hui, je repasse, puis j'avais dit que c'était de sa faute si j'avais pas gagné, puis que ça avait mal été. Mais paire de bas. Ça me fait un peu penser à tes gants. C'est ça. Ben, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que Arsène change pas une formule gagnante. Non, c'était exactement ça. Tu changes pas une formule. Écoute, le Pim à Giroux, il m'a souvent agacé avec le linge que tu portes. Vous autres, les gars de vous autres, les gars de motocross, lui, tu sais, puis je me réfère aussi à Nel Moreau, Nelson Moreau. Et ça, là, ça arrivait, ça là, c'était 3 sets flambant nœuds de linge de motocross à tous les débuts de saison, 4-5 courses, puis après ça, on rajoute 3 autres sets. Ben, moi, je sais même pas si j'ai acheté 3 sets à 40 ans. Et une fois, Tiggy Giroux, il me voit et il me dit, as-tu encore ton gilet mauve, le gros? Parce que le gilet mauve avec écrit Arsène dans le dos, puis je l'ai encore. Je le mets plus, là, mais tu sais, je l'ai encore. Écoute, moi, là, je suis bien conservateur. C'est pas moi qui ai dépensé pour ça. Le vintage revient à mode, ben, c'est ça. C'est ça le pire. Mais toi, Arsène, t'as investi pas sur le contenant, mais t'as investi sur le contenu, si je comprends bien. Ben, le bien paraître anyway, ton beau saut, là, il paraît juste bien quand t'arrives pour ta pratique le matin, parce que t'as pas encore roulé.
moment tu as roulé sur la track, tu es tout beurré. Là. Fait que, mais c'est sûr que le bien paraître, c'est le fun d'avoir des beaux bikes, là, mais oui, comme tu dis, le contenu, là, le bike en général, il faut que moi, en plus, ce qui a travaillé beaucoup contre moi toute ma carrière, c'est mon poids. T'sais, moi, j'ai une shape de joueur de football bien plus qu'une shape de pilote de course. Là. Ouais. Fait que, après ma barre aussi, j'étais un joueur de hockey. Fait que, je peux te dire qu'au hockey, ma shape, elle m'a grandement servi. Ça, c'est clair. Mais en 4 roues, par contre, en 4 roues, ça m'a nuit. Ça m'a nuit parce que je pèse 50, 60, 70, 80, même des fois 100 livres de plus que le gars qui est à côté de moi sur la ligne de départ. Mais attends, ça c'est un bon point parce que tu as quand même eu une très belle carrière. Là, on va en parler tantôt. Tu es allé dans plein de pays, tu as fait plein de courses, tu as gagné plein de courses. Penses-tu vraiment que si tu avais eu une shape différente, une shape plus de pilote, tu aurais eu encore une plus belle carrière ou au contraire, mais tu le savais que ta shape te nuisait peut-être un peu, fait que tu compensais ailleurs, puis c'est ce qui a fait en sorte que tu as gagné, tu sais? Ben, moi, là, j'ai un thinking, là, c'est never give up. Moi, écoute, je vais saigner des yeux, du nez puis des oreilles avant d'arrêter. Moi, c'est comme ça. Je lâche pas, jamais, jamais, jamais. Écoute, t'en parleras à n'importe qui a coursé contre moi pendant tout le long de ma carrière. Si tu es en arrière de moi et tu veux passer, il va falloir que tu travailles fort pour passer. Et si tu es en avant de moi et que je travaille, moi, pour te passer, ben, décrotte-toi pas le nez 2 secondes. C'est sûr et certain que je suis parti. Fait que ça m'a nuit, mais il fallait que je mette les bouchées d'eau ailleurs. Moi, j'étais un gars qui, dans le temps que je coursais, mettons, là, au top de ma carrière, mettons, là, je m'entraînais beaucoup en quad, mais je m'organisais pour physiquement être en shape. Je n'ai pas toujours pesé 230 livres comme je pèse là. Moi, j'étais un gars à, je te dirais, 200, 205, mais je n'étais pas cote, mais c'était proche. Là. Et moi, c'était 150, 200 push-ups à tous les matins et à tous les soirs avant de me coucher. Parce que ça prend des épaules, ça prend des cuisses, ça prend des bras pour chauffer ça, des maudits 4 roues. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas évident conduire ces machines-là d'un boss. Les gens prenaient des notes. Ouais, non, c'est ça. Puis qu'est-ce que j'allais dire déjà concernant? Ah, c'est ça, concernant le poids versus les forces de moteur que tu as dans ta machine. J'avais lu à quelque part que chaque 10 livres de plus que tu avais équivalait à une force de moteur de moins que tu perdais finalement. Oui, ben c'est ça. C'est que si, écoute, 10 livres, c'est une force. Fait que moi, j'arrive sur la ligne de départ, je me tourne à ma droite, il y a un gars comme Danny Fizette. Danny Fizette qui est extrêmement rapide, qui a toujours des quads à la coche. On le salue, Danny. Vous pouvez le taguer, Justine. Oui. Puis, écoute, Danny pèse 70 livres de moins que moi. Fait que ça veut dire que moi, là, il faut que j'ai 7 forces de plus que lui pour être égal à lui. Mais là, on travaille tous pour se mettre du HP, là. Avoir 7 forces de plus qu'un gars, là, aujourd'hui, avec les 4 temps en plus, c'est pas évident, là. Fait que, faut que je compense ailleurs. Faut que je compense sur mes skills quand je chauffe. Freinage, accélération. Souvent, on a des séquences de sauts. On a des plateaux, des doubles, des triples. Faut que je m'organise pour être plus efficace à certains endroits pour être capable d'être égal à des petits poulets comme lui, mettons. Là. Mais oui, tu sais, j'ai déjà non, c'est sûr que surtout dans ce que tu fais, parce que tu sais, quand tu fais de l'ovale, comme à Trois-Rivières, par exemple, sur l'hippodrome, où tu participes à des événements qui demandent que le HP du moteur va faire une plus grande différence que, par exemple, sur une piste de motocross ou que les bosses, l'endurance va faire une différence, ta technique va faire une différence. Et quand tu fais du TT là, ou du style plus super moteur, là, finalement, là, c'est des pistes qui sont extrêmement rapides. Tu as besoin vraiment de HP pour avoir la vitesse de pointe. C'est là que ça va encore faire une plus grande différence, finalement. Là. Je te coupe, Ben. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais je n'étais pas branché. T'entends bien pareil. Attendez, ça devrait être mieux comme ça. Oui, Ben, effectivement, si, mettons, que tu parlais du dirt track de Trois-Rivières,
Ouais. C'est sûr que le dirt track de Trois-Rivières, c'est une grande track d'un demi-mille. OK? Ouais. Le bout droit, je l'ai déjà mesuré. Le bout droit, là, ça fait, là, je te dirais, approximativement entre 7 et 800 pieds. C'est quand même bon, là, tu sais, là. Ben oui, c'est ça. Ça prend du HP, ça, c'est définitif, c'est certain. Ça prend un bon bike avec une bonne suspension bien setupée, mais ça prend beaucoup de finesse pour le dirt. Puis, tu sais, je l'ai gagné il y a 2 ans. Ben, le dernier événement qu'il y a eu au dirt track, je l'ai gagné. Puis, tu sais, je l'ai gagné parce que bon, ça allait nono, hein. Je l'ai gagné parce que je connais bien la track. Tu peux dire, ben oui, mais ça vire en rond, tu sais. Je veux dire, mais c'est pas grave. Il y a quand même, tu sais, l'expérience, ça s'achète pas, Ben, tout ça, hein. Ouais, c'est vrai. Fait que, c'est vrai. Fait que t'avais des forces de moteur en arrière pour compenser sa piste de l'hippodrome à Trois-Rivières. Ben, écoute, on est rendu dans les forces de moteur, là. Bon, écoute, ça joue d'un dyno à l'autre, là. OK? Moi, j'ai jamais mis mes quads sur le dyno parce que c'est pas un outil de travail que j'utilise, mais j'ai monté des moteurs pour des clients qui, au même setup que moi, là. OK? Puis, tout d'un dyno à l'autre, là, ça joue entre 93, 95 forces, puis j'en ai eu qui ont monté jusqu'à 103 forces. Ah ouais? OK. OK. 103 forces aux roues, là, avec 65 de torque, là. Je peux t'avouer que c'est... Mettons, à titre comparatif, avant qu'on aille en pause, ma Toyota Corolla a combien de forces de moteur, genre? Juste pour que je puisse comparer. Non, à peu près. Tu dois peut-être avoir 115, 120. OK, quand même, pas pire. Oui, mais pèse 2300 livres. Mon quad, il en pèse 387. T'es-tu en train de dire que tu vas plus vite que ma Corolla? Pas mal, certain. Là-dessus, la gang, on s'en va à la chronique Pantera et on revient tout de suite après avec Arsène qui va nous parler de ses aventures à l'international. Bonjour tout le monde, Sébastien des Moteurs Pantera. Bienvenue dans cette autre chronique présentée pour le podcast MotoX de Ben Milo. Cette semaine, Ben reçoit un expert dans le monde du VTT, quelqu'un qui a gagné des tonnes de courses, là, autant dans le circuit flat track, qu'ici au Québec sur la glace, etc. Ça m'a inspiré d'essayer de vous parler un petit peu des configurations de VTT lorsqu'on tourne en ovale. Pour ceux qui me connaissent un petit peu mieux, j'ai travaillé pendant plusieurs années aussi dans le monde de la course automobile, là, autant en GT3 que dans les formules comme les IndyCar, etc. Dans des circuits sur lesquels on va faire des ovales souvent. Puis ce qui est merveilleux, c'est que les théories de configuration de suspension, etc., qui s'appliquent pour les voitures, s'applique également pour le VTT. Ça reste un véhicule à 4 roues, puis les mêmes principes physiques de base se produisent. Donc, si on décide de faire de la glace cet hiver, etc., les fonctionnements vont être les mêmes. Je veux simplement couvrir les comportements de base qui vont peut-être vous donner des petits points, des leads pour pouvoir ajuster votre suspension puis comprendre un petit peu là, ce que votre véhicule fait lors d'un virage en ovale. Ce qu'il faut comprendre, le phénomène le plus, je dirais, principal lors d'un virage, lors de tout virage, c'est ce qu'on appelle en anglais le roll ou en français le roulis. Donc, lors du virage, puisque le centre de gravité du véhicule est plus haut que le sol, plus haut que le contact avec les roues, le véhicule va tenter à vouloir faire du roulis, donc se cabrer vers l'extérieur de la courbe. Pour empêcher un retournement complet, le véhicule met de la charge sur les roues extérieures du véhicule, puis tente de se retenir du mieux possible. Ce qui est important de comprendre dans ce phénomène-là, c'est que plus un pneu est surchargé, moins il devient efficace au niveau de sa transmission de force latérale. Ce que ça veut dire, c'est que si sur mes 2 roues avant, j'ai 200 livres de poids, si je peux garder 100 livres sur chaque roue, c'est extrêmement plus efficace pour tenter de tourner que si je mets 200 livres sur la roue extérieure. Donc, plus le transfert de poids va être fait vers l'extérieur du véhicule, moins cet axe-là va être efficace pour essayer d'amener le véhicule dans le virage. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va avoir dans notre suspension ce qu'on appelle une résistance au roulis. Donc, dépendamment si votre suspension est très rigide ou plus molle, le véhicule va tenter de retenir ce phénomène-là de roulis, puis va appuyer sur la roue extérieure du véhicule. Là, dans un VTT,
On a un axe qu'on n'a presque pas à réfléchir à, qui est celui arrière. L'essieu est rigide dans la plupart des VTT de compétition. Bon, si on va dans un 4x4, etc., il y a certains véhicules qui vont avoir une suspension indépendante, mais la plupart des VTT sport, essieu rigide, on ne peut rien y faire. Le transfert de poids se fait directement. C'est pourquoi, même si vous avez vu des vidéos, des photos là, à haute vitesse en ovale d'un VTT, souvent la roue arrière va être soulevée. Ça veut dire que presque majoritairement du temps, tout le poids de l'arrière du véhicule va être transféré sur la roue extérieure du virage. Au niveau de la suspension avant, on va être en indépendant. C'est là où on va avoir un contrôle. Le principe est le suivant, comme je vous disais, c'est qu'on ne veut pas surcharger automatiquement la roue extérieure parce que si on envoie tout le poids sur la roue extérieure, souvent le véhicule va se mettre à faire ce qu'on appelle du sous-virage. Donc, ça veut dire qu'on va tourner le volant et le véhicule va continuer à aller tout droit parce que la capacité du pneu à nous faire tourner n'est pas suffisante. Donc, l'un comme l'autre, si la suspension est trop molle, là, elle va devenir très efficace, puis le véhicule va tourner extrêmement vite, mais notre derrière, comme on disait, qui lui est rendu tout sur la roue arrière parce qu'on a un essieu rigide, va vouloir tout le temps, on va perdre le derrière du véhicule. C'est ce qu'on appelle un survirage à ce moment-là. Donc, c'est tout le temps de trouver un équilibre entre les deux. En ovale, souvent, ce qu'on va faire, la majorité du temps, puisque notre essieu est rigide à l'arrière, la suspension avant est trop molle, on va tout le temps perdre le derrière, comme on dit dans le domaine un petit peu. Donc, on va mettre une barre anti-roulis. Si vous avez vu ça, qu'est-ce que la barre anti-roulis fait? C'est qu'elle essaie de rigidifier la suspension avant pour pas que le phénomène de roulis se fasse trop en dedans du véhicule, que le véhicule reste stable, que la roue arrière intérieure tente de rester au sol. On va profiter un petit peu mieux de tous les pneus, toutes les roues pour transférer la force de virage. Comme je vous dis, si on rigidifie trop la barre de torsion, donc on devient avec un devant très, très, très rigide au roulis, on va avoir un véhicule qui va chercher à glisser dans le virage, il ne va pas vouloir tourner. Puis si on la ramollit, il va tourner beaucoup plus facilement, mais par contre, on risque de perdre l'arrière du véhicule. Donc, c'est rapidement ça le principe de base. Autant ça fonctionne, comme je vous dis, avec les voitures de course que les VTT, que même les side-by-side aussi. Si vous avez un véhicule qui veut trop tourner, votre suspension avant est trop molle au roulis, sa résistance au roulis est trop faible. Si vous avez un véhicule que quand vous tournez, il veut continuer à aller tout droit, c'est que votre suspension avant, sa résistance au roulis est trop stiff. Donc, je me répète pour être sûr, si ça ne tourne pas, c'est trop rigide. Si ça tourne trop vite, c'est trop mou. Voilà. Je pense que c'est clair comme ça. Ensuite, il va y avoir plein d'autres phénomènes. Là, donc, rigidité de votre suspension avant vers arrière pour lorsque vous redonnez du gaz, le véhicule va s'asseoir, va se rigidifier à l'arrière, va avoir plus de charge. Donc, ça va souvent aussi être en understeer, en sous-virage qu'on appelle, etc. Mais là, c'est des principes qui s'en viennent de plus en plus compliqués, mais je voulais juste que vous puissiez comprendre ce phénomène de roulis-là, puis que vous puissiez l'appliquer un petit peu là, dans la rigidité de votre suspension avant. Si vous avez des questions, encore une fois, commentaires, podcast à Ben, écrivez-moi sur Pantera Motorsports Facebook, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, puis on se voit bientôt pour une autre chronique. Au revoir. On est de retour dans le podcast MotoX. Merci à Sébastien de Pantera pour encore une excellente chronique. C'est le fun parce que les chroniques, on les poste sur Facebook, sur ma page Facebook ou dans Instagram aussi. Oui. J'ai plein de commentaires, puis le monde s'intéresse vraiment à la technologie en arrière des moteurs, puis tout ça, puis l'ingénierie. Si vous avez des questions d'ailleurs pour Sébastien, vous pouvez nous les écrire dans les commentaires, on va lui transmettre, puis peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine chronique. Absolument. Arsène, là, écoute, on a fait un petit sneak peek avant de se laisser là, sur ta carrière internationale et les événements que tu as eus. Puis moi, j'ai un souvenir qui me revient en tête, tu sais, ta présence en France, à Paris. Puis écoute, l'aventure que tu as vécue là-bas, parce qu'on sait, là, c'est une ville qui tient un des plus gros supercross, des plus gros événements de motocross, en tout cas, au monde, là, Paris, Bercy et tout ça, puis c'est plus Bercy maintenant, mais quand même. Toi, tu as eu la chance d'aller là-bas, là. Écoute, oui, j'ai eu la chance d'aller là. C'est suite à mes 7-8 participations là, aux 12 heures de Pont-de-Vaux en France. Ouais. Écoute, je me suis fait des copains là-bas, je me suis fait des amis, des connaissances. J'ai fait beaucoup de business aussi. Puis bon, à un moment donné, le promoteur qui s'occupait d'organiser le Supercross de Paris Quad, il m'a rejoint puis il me dit, Arsène, ça t'intéresserait-tu? Novembre, il y aurait un Supercross à Paris, puis
Écoute, ça faisait quand même un bout que je n'avais pas fait de supercross. Puis là, ben moi, il faut que je roule avec un bicycle que j'emprunte de là-bas. Je peux pas y aller avec un de mes quads. Fait que, tu sais, ça me titillait un peu. J'étais comme pas certain, mais j'ai dit, bah, ben, je pense que c'est à côté de ça. Écoute, tu sais, tu as voyagé toi aussi dans le cadre de ta carrière. Puis, tu sais, quand tu as une opportunité, tu le prends. Fait que j'ai contacté un de mes chums là-bas. J'ai dit, prépare-moi un bike. Prépare-moi parce que vous autres, contrairement, tu sais, toi, là, si tu allais courir en dehors, tu emmenais tes suspensions, tu emmenais tes handlebars, puis, tu sais, veux dire, un Suzuki RM 250, ils sont tous pareils. Tu mets tes suspensions avec tes handlebars, puis tu ton bike chez vous. Hein? Ouais. Ça, j'allais demander, toi, t'amènes aucune pièce, t'amènes rien? Ben non, parce que c'est trop compliqué. Il faudrait emmener le bicycle au complet. Ah, ouais. Fait que là, ben, je me fie un peu aux suspensions que le gars a là-bas. J'y demande d'ajuster ça d'une certaine hauteur parce que moi, je suis plus lourd que lui qui l'utilisait. Ces handlebars, ben là, je disais, organise-toi pour en avoir comme 2-3 sets différents pour que je choisisse avant que les pratiques commencent. Et le moteur, par contre, je savais de comment que le moteur fonctionnait parce que c'est un moteur que j'avais moi-même modifié et que j'avais shippé là-bas pour lui. C'était un pilote qui faisait partie de mon équipe de course. Fait que j'arrive là-bas, puis les pratiques commencent. Et puis là, il y avait des pilotes américains qui étaient invités. Il y avait Harold Goodman, Pat Brown. Il y avait des gros noms, là. Puis ça se battait contre les Français qui coursaient là. Romain Coupry, Jérémy Varnia. Écoute, ça pourrait être toute une guerre. Là, fait qu'on fait pratique. Puis, c'est drôle que je raconte ça parce que curieusement, en 40 ans de carrière, j'ai pas eu beaucoup de points négatifs. J'ai pas eu de choses négatives dans ma carrière, mais ça en est une, c'est pratiquement la pire, je te dirais. J'ai passé proche de mourir, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous conter ça, c'est que un coup que les pratiques ont été finies, après ça, on se déchange, on se remet en civil. Puis moi, ben, avec un de mes chums français là-bas, on décide d'aller marcher la track. Fait que on embarque, on arrive à la track. Puis là, il y avait un bulldozer sur la track qui faisait il était en train de préparer les routes. Il roulait les routes, puis il les égalisait pour mettre ça beau. Fait que moi, je suis devant. Le bulldozer est en avant de moi, peut-être une trentaine de pieds en avant de moi. Puis là, je le vois, il s'en vient d'un haut. Puis là, lève, descend. Puis là, il me regarde au loin et il me fait signe. Viens ici. Là, je m'approche. Qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il me parlait, mais le throttle, il avait laissé le throttle haut un peu sur le bulldozer. Fait que là, le moteur tournait. Puis là, il me parlait. Fait que là, j'ai dit, t'entends pas? Je vais aller te voir. Je fais signe comme ça, je vais aller te voir. Écoute, moi, je fais confiance. Fait que je m'approche du bulldozer, puis je m'insère, j'arrive pour aller y parler parce qu'il était assis dans le bull, j'arrive pour aller y parler, puis je m'insère entre la chenille et la pelle. Je suis là debout entre la chenille et la pelle. Puis là, je la regarde, puis j'ai dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Baisse ton throttle, puis là, il est là, puis il finit par baisser le throttle un peu, puis il me dit, ça brasse beaucoup dans les whoops, ça me donne le haut de cœur. Il me dit ça de même. Moi, je la regarde en fait. C'est ça pour ça. Chris, pourquoi tu me dis ça, tu sais? Comme il finit sa phrase, pour une raison que j'ignore, il enlève le pied de sa cloche. Ah! Là, j'entends cloc. Là, la chenille commence à me monter ses jambes. Oh my God. Là, j'ai réussi à ôter ma patte droite. Mais là, lui, il n'arrête pas, là. Comme j'ôte ma patte droite, il continue à monter sur ma jambe gauche. Là, je suis là, puis là, je crie après, puis là, oublie l'accent français, là, hein. Là, tu sais que t'as haine de te faire grimper sur le corps par un bulldozer. Fait que là, je suis là. Arrête, tabarnak, arrête! Juste à temps d'entendre. Il m'a pété la jambe en deux, là, pareil comme un bâton de passe. Là, c'est là qu'il a réalisé, lui, qu'il était en train de me tirer sur le corps. Fait que là, il a mis ça. Voyons! Il a mis ça sur le reculon, puis il a reculé dessus. Il a reculé.
Fait que là, le mot, un coup qui a été débarqué de ma jambe, là, je me suis jeté à côté. Dans la boîte, il y avait de la boîte. Je me suis jeté à côté dans la boîte. Et là, je savais que ma jambe était cassée, là, je l'avais entendu. Là. Mais je ne savais pas qu'est-ce que les dégâts. Écoute, j'avais ma running shoe était rendue à côté de ma hanche. Mon pied avait twisté, cassé. Oh. Là, je donne une plaque là-dessus, le pied se ramène en bas. Là, je suis couché à terre, là, puis là, je m'excuse, là, mais là, je suis couché à terre, puis je suis là. Maudit Christ, d'épée, tabarnak, maillette, calice. Mais là, il y a déjà du monde de la Croix-Bleue qui sont là, parce qu'ils ont entendu tout le criage et tout ça. Fait que là, il y a des premiers répondants qui arrivent. Là, j'entends un des premiers répondants, je l'entends parler au chauffeur. Ils disent au chauffeur, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, le chauffeur, il dit, je sais pas, il s'est jeté à l'avant de moi. Oh, non. Hey, je suis à terre, puis je suis là, crise d'épée, Barnac, les 3 GV passent. Les TGV, ils passent à 3,30 ici. Je fais le méchant, je me suis dit, il m'a passé en avant d'un TGV. On avait un bulldozer. Ah, c'est ça. Je suis à terre. Puis là, tout le monde est alentour de moi, puis là, je sac comme un perdu. Ils sont tous là, puis ils se regardent. Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Mais à quoi tu penses à ce moment-là? Est-ce que tu penses à la douleur, à ta blessure, au fait qu'ils viennent de scraper ta course? C'est quoi comme la première chose qui a traversé ton esprit? Oui. Sérieux? Ouais. C'est asti, je pourrais plus jamais jouer au hockey de ma vie. Ah ouais? Ah ouais? Moi, je joue au hockey depuis j'ai 3 ans et demi, 4 ans. J'ai jamais arrêté. Jamais. Aujourd'hui, j'ai 57 ans, je joue encore au hockey 2 fois par semaine, hiver comme été. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je pourrais plus jouer au hockey de ma vie. Là, écoute, j'arrive. Là, il m'embarque sur un brancard, il m'embarque dans l'ambulance, puis hôpital Georges Pompidou à Paris. Fait que là, j'arrive là. Puis écoute, j'arrive là, puis je suis couché sur la civière. Puis j'ai les 2 genoux collés, j'ai les 2 jambes collées une sur l'autre. Les 2 genoux collés, mais mon pied gauche, la running shoe elle même. Ah. Tu sais? Puis là, il y a une infirmière qui vient, puis « Oh, vous êtes du Québec, oh, monsieur. » Ah ben là, je vous regarde, là, je crois qu'il y a fracture. Là, regarde, j'ai dit « T'es sérieuse, toi, la grande. T'es sûr de ça, là. Tu sors ça de très live de même. » Fait que, écoute, là, je me fais opérer de jambe, puis ça a été, j'ai passé 2 semaines et demie à l'hôpital là-bas. Fait que c'était quoi les dégâts, Arsène, finalement, quel genre de fracture? Tibia péroné complètement fracturé. Là. Écoute, c'est que la peau et peut-être certains nerfs qui retenaient tout ça. Là. Et le médecin là-bas, il a fallu qu'il me rentre une pine dans le tibia pour enligner tout ça. Le péroné, ça, tu l'as déjà cassé, je présume? Oui. C'est un petit os bien cucu, là. Il sert juste au ballon, là. Ouais. Mais le tibia, c'est quand même, c'est un peu comme le fémur, là. Le tibia, c'est un os qui est important. Fait que c'est important de réaligner tout ça, là. Fait que j'ai passé 2 semaines à l'hôpital là-bas en réhabilitation. Puis là, un moment donné, ben, écoute, le lendemain, je me suis fait opérer d'urgence cette fois-là. Le lendemain matin, je suis encore sur la morphine, moi, là. Bien buzzé, là. Là, j'ai quelqu'un qui me brasse le pied en avant. Arsenault. Oh my God. Arsenault. Je suis là, quoi? Écoute, je suis à la morphine. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est parce qu'on aimerait savoir qui va payer la facture. Non! Ah ouais, écoute, je venais de me faire opérer, là. Écoute, le sang qui a encore de la plaie, là. Qui va payer la facture? Fait que là, j'ai dit, ben, qui va payer la facture? Le gars du boule, là. Le gars du boule. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ben là, écoute, qui va payer la facture? Ça monte à combien? Elle me dit, en date d'aujourd'hui, ça faisait 12 heures que j'étais là. En date d'aujourd'hui, vous êtes à 32 500 €. Hey! Ouch. Là, je me suis refait un shoot de morphine pour oublier ce qu'elle venait de me dire. Mais pour finir cette histoire-là, ça s'est quand même bien fini, j'imagine, parce que tu joues encore au hockey aujourd'hui, puis tu as continué à courser par après, là. J'ai suivi les recommandations du médecin. Je suis arrivé ici, puis je suis allé faire de la physio, puis tu sais, moi, j'étais un sportif. Tu sais, là, j'étais un grand sportif, fait que j'ai fait attention à moi. Hey, écoute, je
suis descendu à 182 livres, je pense. Je mangeais comme plus, puis, parce que je bougeais pas. Ouais. Puis, tu sais, j'étais à sa médication, fait que ça a rendu sec pas mal, je trouvais. Là. J'avais hâte de recommencer à jouer au hockey, sérieux, là. C'est le premier sport que j'ai recommencé. J'ai commencé à aller patiner le jeudi, j'ai arbitré. J'allais arbitrer les gars avec qui je joue. Le moment donné, un jeudi, j'ai dit aux gars, si vous faites attention à moi, puis vous me dites, parce que moi, je suis un gars qui est physique un peu, là. Fait que j'ai dit, si vous faites attention à moi, je serai prêt à recommencer jeudi prochain. Puis, à recommencer tranquillement. Fait que, ça a été toute une épreuve sérieuse dans ma vie. Le Supercross de Paris, m'a m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. As-tu la chance de le refaire? Non, je n'ai pas eu la chance de le refaire. Je suis retourné à Pont-de-Vaux, par contre. Je suis retourné à Pont-de-Vaux. Écoute, ça, le Pont-de-Vaux, là, c'est le 12 heures d'endurance. C'est la plus grosse course d'endurance du monde dans le domaine du quad. Ça m'a... tu sais, là, quand les premières fois que je suis allé à Pont-de-Vaux, là, avant même que j'aie l'invitation de Pont-de-Vaux, dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Fait que tout ce que tu voyais, tout ce que tu suivais dans le monde entier par rapport aux courses, c'était tout dans les revues. Ben, tu as sûrement acheté ça, Motocross Action, Dirt Rider. Bon, ben moi, là, écoute, j'achetais les revues, là, on avait comme 2-3 revues, là, dans le monde du quad. J'achetais ces revues-là, là, à milieu des années 90, là. Puis là, tu voyais ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait en Europe, les beach races en Europe, parce qu'il y a beaucoup de courses sur le bord de la plage en Europe. Là, je regardais ça dans les revues, puis je me disais, wow, tu sais, il faut qu'un jour, j'aille, tu sais, je veux vivre ça avant que ma carrière se termine, tu sais. Et un moment donné, j'étais au stade olympique, dans ce temps-là, ils faisaient la conférence de presse dans Tourelle en haut, complètement en haut. Et Pierre Corbeil, il vient me voir et il me dit, Arsène, après la conférence de presse, surtout pas, il y a un gars qui veut te voir. Qui ça? Il dit Danny Gagnon, c'est le directeur général de la FQCQ, la Fédération des clubs quad du Québec. Bon, OK, pas de trouble. On fait la conférence de presse du stade. Danny Gagnon vient me voir, Pierre Corbeil me le présente, palpage, jase. Danny Gagnon me regarde des yeux et il dit As-tu de quoi faire la semaine prochaine? Ça dépend. Ça dépend, oui, c'est ça, ça dépend. Il dit T'attends-tu de venir courir à Pont-de-Vaux avec nous autres? Hey, t'attends-tu? Écoute, j'avais pas de passeport, je n'étais pas équipé. Oui, je vais y aller à Pont-de-Vaux, ça c'est bien certain, là. Hein? Fait que là, tu sais, c'est quoi courir après un passeport? Ça peut être déjà arrivé. Ben oui. Monte à Laval pour une photo. 2 jours après, monte à Québec pour aller chercher le passeport. Hey, écoute, là, il y avait plus de distance. Là. Tu aurais fait monter jusqu'à New York pour aller chercher le passeport. Fait que ça a été ma première participation à Pont-de-Vaux. Puis là, à partir de là, écoute, mais pour les gens qui connaissent un peu moins cet événement-là, c'est un peu comme à la TUC, à l'époque, il y avait un événement qui avait été créé qui s'appelait les 12 heures d'endurance de la TUC. Oui. C'était vraiment une course d'endurance par équipe, finalement. Ouais. Je ne sais pas si c'est la même chose en France. Ben, c'était des équipes de deux. C'est la raison pour laquelle Danny Gagnon m'a demandé d'aller là avec lui. C'est que lui, il avait en projet de faire ce même type de course-là, mais à la TUC. Il me dit toi, Arsène, tu connais plein de monde, tu connais les courses, tu sais comment ça marche. Monte avec moi là-bas, on va aller chercher de l'expertise là-bas, on va voir comment ça fonctionne. Puis l'année prochaine, on organise la même course à la TUC. Moi, j'étais fou comme la merde. Là. Écoute, oui, il n'y a pas de problème. C'était un bon concept. La TUC, ce concept-là, finalement, c'était unique comme événement. C'est ça qui est le fun. Ben, c'était unique au Canada, oui. Tu sais. Puis même suite aux 12 heures de Pont-de-Vaux en France puis aux 12 heures de la TUC, les États-Unis se sont mis à en faire un, eux autres aussi. Hein, ils ont fait un 12 heures, eux autres aussi. Parce que les Américains, eux autres, il faut qu'ils soient... soient les plus hautes. Ben oui, il faut qu'ils soient les plus hautes. Fait que, non, écoute, j'ai adoré mes expériences là-bas. Je me suis fait des femmes, j'ai fait de la business là-bas. J'ai dormi dans les plus beaux hôtels grâce à, justement à la Fédération québécoise des clubs quad. Puis j'ai fait des belles courses. Là, j'ai fait un podium là-bas. Écoute, sérieux, j'ai adoré ça. Puis là, ben, suite à toutes ces présences-là en Europe, ben là,
3 ans certains, 3-4 ans. Un moment donné, paf, je reçois un message, un Belge, comme aujourd'hui, c'est un de mes grands amis, Michael Roth, RMC Racing, il me contacte en email ou en Messenger, puis il me dit je roule beaucoup en super quad, tu sais, le super moteur, là, ça c'est super quad. Je roule beaucoup en super quad. Est-ce que tu serais intéressé à venir faire la course? Ça s'appelle le Super Biker de Métais. C'est la plus grosse course au monde de super biker, de super moteur et de super quad. Fait que, hey, écoute, oui, hein, c'est bien clair. Mais là, t'avais ton passeport, là. Ouais, là, j'étais équipé, par exemple. Là, mais puis là, il me fournissait un quad en nœud. Écoute, c'était de toute beauté. J'arrive là. Puis là, écoute bien ça, Ben, anecdote. Ils me demandent, là-bas, je rejoins l'organisation là-bas, qui me disent, donne-nous ton numéro de carte de membre que tu as au Canada associé avec la FIM. La seule organisme qu'il y avait ici au Canada, c'était la CMA, qui était associée à la FIM. Quand j'appelle la CMA, je parle à Marilyn Bastido. Il dit, écoute, je m'en vais courir en Europe. Il me demande, j'ai dit, peux-tu m'envoyer, fais-moi une passe de jour, là. Envoie-moi une passe de jour avec un numéro de membre. Il faut que j'envoie ça là-bas. Puis, non, je peux pas de passe de jour, on n'en fait plus. Il faut que je te vende une carte de membre. Puis, il faut que tu ailles passer avec un médecin qu'on va avoir choisi. Il faut que tu ailles passer un test physique. Voyons. Là, je la regarde. J'ai dit, voyons, non. Pourquoi je la regarde? Mais je suis au téléphone. Mais voyons, Marilyn, moi, une passe de jour, ça va coûter 50, 60, mettons 100$, là. Ça ne me dérange pas. Puis, ouais, mais il faut que tu passes un test médecin. Je ne peux pas te donner une carte de membre. Mais pourquoi un test médecin pour avoir une carte de membre? Je veux dire, c'est pas des assurances que tu achètes? Savoir si j'avais. Écoute, il voulait me passer un test physique. Savoir si j'avais le cœur pour ça, si ma santé le permettait. Ouais. Tout. Là, j'ai dit, voyons donc. J'ai dit, là, j'ai à Marilyn Bastido, j'ai dit, regarde, oublie ça, oublie le projet, je vais me débrouiller autrement. Je raccroche. Hey! Elle appelle là-bas au Superbiker de Métais, il a dit, vous allez avoir un pilote canadien, Sylvain Arsenault, il n'est pas question qu'il course là s'il n'y a pas un test physique. Non! Médecin. Elle met la marde incroyable. Mais là, pourquoi pas supporter comme les membres, puis supporter les gens qui sont talentueux, Arsène, la fierté de notre région? Ça me rentre pas dans Arsène, je viens de... Écoute, moi, j'ai beaucoup entendu parler de la CMA. Puis quand j'ai commencé à courir, début des années 90, c'était la CMA qui était là. Oui, ben oui. Mais depuis longtemps maintenant, j'entends parler de la CMA que négativement. Là, tu viens de confirmer ça avec qu'est-ce qu'ils font, puis tout le monde veut qu'ils partent. Puis l'affaire, c'est que la CMA, c'était la plus grosse association de courses de motocross au Canada que jadis, il y a 20-25 ans. Ils sont encore dans les parages, puis sont encore affiliés à la FIM, la Fédération internationale des motos. C'est la plus grosse, évidemment. Fédération internationale des motos. C'est la CMA au Canada qui représente la FIM, finalement. Sauf que la CMA sont complètement outdated. Ils sont plus, sont plus dedans pantoute, là. Ils sont plus dedans pantoute. Écoute, là, elle exige ça. Là, le promoteur de là-bas m'appelle. Il dit, écoute, Sylvain, la dame chez toi. Je dis, t'es pas chez moi pantoute. J'ai dit, t'es en Ontario. Qu'est-ce que tu fais en Ontario? Elle dit, ouais, mais elle veut absolument qu'on te fasse passer un test. Fait qu'elle dit, et le promoteur là-bas, il me dit, quand tu arriveras le matin, avant ta pratique, tu viendras te faire tester. Il dit, on va t'organiser ça, ça va bien aller. Hey, écoute, tu arrives là, c'est la plus grosse course de super moteur au monde. Il faut que je me fasse tester par un médecin avant ma première pratique. Hey, là, le médecin est en retard. Ma pratique commence dans 10 minutes. Il n'est même pas là. À un moment donné, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Quand il m'a mis le chose après le doigt pour les battements cardiaques, là, il m'a regardé, il a reculé, il pensait que quelqu'un était pour me sauver. Il dit, est-ce que tu es nerveux un petit peu? Nerveux un petit peu? Chris, je vais embarquer dans 10 minutes. J'ai mon casque sur la tête. Mais ça, affaire. J'ai mon casque sur la tête, le gros. Ça, là, moi, c'est quelque chose qui m'écoeure dans la vie parce que on voit souvent ça dans les associations sportives. Puis là, vous confirmez que c'est la même maudite affaire dans ce qui touche le quad puis le motocross.
Puis, je veux pas généraliser, mais j'ai l'impression que souvent, dans des CA de fédérations ou d'organisations sportives, c'est pas tant du monde qui sont là pour le bien des sportifs. Ah, il y en a que c'est des plus du monde qui sont là pour Power Trip, exactement. Ouais, ouais, puis ça, c'est vraiment dommage parce que c'est les enfants puis c'est les athlètes qui écopent au bout de la ligne. C'est en plein ça. Écoute, les guerres de politique puis de règlement puis de gna-gna-gna. Arsène, en autant que le docteur, là, quand il est arrivé, que tu n'aies pas dit baisse tes culottes, Arsène. Non? Non, ça, c'est dernièrement. OK, quand tu arrives à 55, Ben, là, comme là, j'ai 57, là, il faut que tu baisses tes culottes chez le docteur. Ça, c'est pas drôle. Hey, sur ces belles paroles, on va se laisser, Arsène. On pourrait en parler longtemps de tes aventures dans le... Je pensais que tu parlais du baissage de culottes. Écoute, vous en faites ce que vous voulez, là, mais il faut qu'on refasse un autre podcast, Andréane, avec Arsène, c'est sûr. Ça en passait encore trop vite. Ben, je sais bien. Oui. Hey, t'as tellement d'histoires à raconter, tu sais, là. Oui. On va faire un autre, on en fera, tu viendras nous rejoindre sur nos lives qu'on fait sur Facebook, là, le samedi soir, là. Oui, justement, je voulais t'en parler. Ben oui. C'est sûr qu'on va j'aimerais ça être là un samedi soir, là. Ben oui. À la prochaine victoire de mon Barcia, là. Ben oui, ben écoute, ceux qui nous écoutent, là, allez sur Facebook, puis dans le groupe, vous tapez Équipe Mieloland, vous allez trouver, c'est un groupe privé. Puis pourquoi c'est privé? C'est parce que je veux que ce soit une communauté 100% moteur, que ce soit motocross, VTT, peu importe, en autant que t'aimes le sport motorisé. Donc on est presque 1500. Là-dedans, puis écoute, c'est juste ça. Fait que là, on pose plein d'affaires qui ont rapport avec la moto, puis là, ben, les samedis soirs, on parle de Supercross, puis on pose plein de vidéos, puis on peut faire ce qui est le fun avec les groupes Facebook, c'est qu'on peut faire des vidéos live, mais plusieurs personnes en même temps, donc un peu comme on fait là présentement. Donc, on peut être 3 ou 4 personnes en live, les gens commentent, puis on répond au monde, puis on parle un peu de ce qui se passe dans l'actualité motocross ou VTT ou peu importe. Ben, c'est sûr, je vais y aller parce que j'ai plein de choses à dire, c'est courses de motocross. Good, merci, gros merci. Merci encore. Merci, vous êtes bien gentils, vous deux, je vous aime beaucoup, puis et quand vous êtes prêts pour un part 3, vous me faites signe, je suis toujours là. Je pensais que tu allais dire quand vous êtes prêts pour un souper. Ça aussi, on est prêts. Oui, la journée, ce qu'on va pouvoir. Oui, un gros merci. Hey, merci beaucoup. Merci, Andréane, un gros merci. Encore une fois, ça passe trop vite. Alizée n'a pas été trop tannante. Ben écoute, check-là. Les petits bruits. Ben oui, c'est correct. Juste avant d'y aller, bien évidemment, il faut remercier les commanditaires. Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel, Silver Wax et les moteurs Pantera Motorsports. Un gros merci à cette belle gang-là. Et la gang, si vous avez aimé, gênez-vous pas, partagez, commentez, taguez vos amis. Merci, Alizée. À la prochaine, Alizée. OK, la gang. Merci. On se dit bye. Ciao, Rachel. Bye.